Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les directeurs, permettez-moi de commencer cette intervention par un extrait. Avec lui, tout est possible. Avec lui, ni la chaleur, ni les torrents, ni les tempêtes, ni les animaux sauvages, ni les hommes ne sont à craindre. Une montagne, je la dépasse. Un précipice, je le franchis. Un fleuve, je le traverse. Un orage, je le domine. Un torrent, je le rase comme un oiseau. Lui, celui dont on parle, c'est le ballon. Alors certes, on ne voyage plus aujourd'hui dans les airs comme en 1863. Et pourtant, ce passage de 5 semaines en ballon est loin d'être totalement anachronique. D'abord parce qu'un projet comme le Stratobus de Thalès montre que certains ballons ont aujourd'hui un très bel avenir devant eux. Et ensuite et surtout parce que sous la plume épique de Jules Verne, ce qui mène l'aventure aéronautique et spatiale depuis ses débuts, sa motivation profonde devient évident. Et je veux parler de cette conviction chevillée au corps que rien n'est impossible, cette quête de liberté qui a encouragé des générations d'aviateurs et d'astronautes à prendre tous les risques. Je veux aussi bien sûr parler de ce qui a pu faire de ce rêve une réalité, l'innovation technologique. Ainsi, à l'heure où la filière aéronautique et spatiale se mesure à de nouveaux sommets et à de nouveaux défis, je crois qu'il est important de rappeler que cette audace et cet esprit d'invention sont inscrits dans son histoire. Et c'est pourquoi je tiens à remercier très chaleureusement le groupe ADP, la Tribune et Forum Média de permettre à tous les acteurs de la filière de se retrouver unis autour de cette culture de l'innovation et de la prise de risque à l'occasion du Paris Air Forum. Quand je vous regarde aujourd'hui, je ne vois pas seulement des grands groupes, des ETI, des PME, des start-up. Je ne vois pas des constructeurs, des équipementiers, des fournisseurs, des industriels du secteur civil ou du secteur militaire, des PDG, des chefs d'état-major. Donc quand je vous regarde aujourd'hui, ce que je vois avant tout, c'est une filière d'excellence, c'est une industrie de pointe et c'est le premier contributeur à la balance commerciale de la France. Cette année encore, vous avez honoré cette réputation de qualité et de compétitivité. Jamais nous n'avons livré autant d'Airbus qu'en 2018. Les Rafales continuent à monter en puissance et l'industrie spatiale française est toujours la première d'Europe. Mais ces brillants succès ne doivent pas occulter la bataille qui fait rage pour nous disputer ce leadership. De nouveaux acteurs bousculent l'ordre établi, des entrepreneurs venus du numérique se sont aventurés dans le spatial et leur réussite pourrait donner à d'autres l'envie de partir à la conquête du ciel. Le New Space a par ailleurs servi de paravent au retour en force des États, dont le cercle s'est élargi à de nouvelles puissances spatiales, la Chine, l'Inde, les Émirats arabes unis, Israël, pour ne citer qu'elles. Ces concurrents qu'on n'avait pas toujours vu venir n'arrivent pas les mains vides. Le taxi volant de Larry Page, les fusées réutilisables d'Elon Musk, c'est l'innovation qui frappe à la porte de l'avenir et avant d'être pour nous une menace, c'est plutôt une invitation à aller de l'avant et à aller encore plus vite et encore plus fort. Un nouveau monde, nouvelles frontières. Et la donnée s'impose aujourd'hui comme le territoire à conquérir. C'est vrai dans tous les secteurs et c'est sans doute particulièrement vrai dans le vôtre. L'intelligence artificielle est en train de façonner l'industrie du futur en ouvrant la voie à la maintenance prédictive, à une relation plus fluide entre constructeurs et équipementiers, à une optimisation de la conception des avions et des fusées grâce aux données collectées en vol. Dans le secteur spatial, la data est partout, car le spatial consomme, transmet et produit des données qui transforment les usines et les chaînes de production, qui sont la raison d'être des satellites de télécommunications, qui inspirent de grands projets comme Connect, qui apportera Internet aux Français vivant actuellement dans des zones blanches. Elles sont, ces données, le produit des satellites d'observation de la Terre et le ferment de nouveaux services au sol. Elles sont un défi, et comme tous les défis qui se posent à la filière aéronautique et spatiale aujourd'hui, que ce soit celui de l'avion à énergie optimisée, l'avion vert, ou du lanceur low cost du futur, il ne pourra être relevé qu'à une seule et unique condition, innover encore et toujours. En disant cela, je sais que je ne vous apprends rien, bien sûr, l'innovation est entrée dans le portefeuille de mon ministère depuis 2 ans, mais elle est au sein de vos industries depuis des décennies.
Certains pourraient même parfois se lasser d'entendre parler d'innovation, car le mot est sur toutes les lèvres, alors qu'il est en fait loin d'avoir pénétré toutes les mentalités et infléchi le cours des actes et des décisions. Et puis surtout, une fois qu'on a posé l'innovation comme impératif, on n'a pas beaucoup avancé, on a peut-être même régressé parce que l'innovation ne répond pas plus aux injonctions qu'aux incantations. L'innovation est le fruit non pas du hasard et de ses caprices, mais d'une situation, d'un moment, d'un lieu, d'une rencontre, bref, d'un concours de circonstances, et c'est lui qu'il est en notre pouvoir de provoquer et de fabriquer. L'innovation est aussi le fruit de la prise de risque, et donc d'une attitude consistant à reconnaître un droit à l'erreur, un droit à l'échec, sans pour autant s'y résigner, et en trouvant toujours l'énergie de rebondir, de réessayer pour réussir enfin. Aussi, depuis 2 ans, je n'ai eu de cesse avec le gouvernement de poursuivre un objectif, plutôt que d'invoquer l'innovation, créer les conditions de son éclosion et de son accélération, et mettre notre pays en situation d'innover. Pour innover, il faut des idées, des gens pour les porter et des moyens pour les développer. Voilà la situation favorable que nous créons. Des idées, nos laboratoires en regorgent, mais jusqu'ici, elles franchissaient difficilement la frontière de l'université ou de l'organisme de recherche. Aujourd'hui, cette frontière est non seulement devenue poreuse, mais elle est en train de se muer en une véritable zone d'échange entre la recherche et l'entreprise, grâce à un processus de contractualisation beaucoup plus simple. Et ce chantier doit aboutir dans les prochains mois et permettre à l'ensemble des entreprises, y compris les PME, de recourir facilement à la recherche publique et d'épuiser de nouvelles idées pour innover. Mais parce que les idées circulent avant tout avec les hommes, j'ai aussi souhaité encourager l'entrepreneuriat des talents. Celui des chercheurs, qui peuvent désormais investir plus de temps et d'énergie dans l'entreprise grâce à la loi Pacte. Celui des étudiants, qui bénéficieront du plan en faveur de l'esprit d'entreprendre que j'ai annoncé en avril dernier. Les étudiants qui franchissent aujourd'hui le seuil des universités et des écoles sont les start-upers avec lesquels vous collaborerez demain. Ce sont aussi les ingénieurs, les techniciens, les data scientists que vous recruterez demain. Et vous pouvez être certain que je mets tout en œuvre, de la professionnalisation de la licence jusqu'à la formation des doctorants, pour que vos industries trouvent dans l'enseignement supérieur toutes les compétences dont elles ont besoin pour être toujours plus créatives et toujours plus performantes. Je l'ai dit, les talents sont indispensables à l'innovation, mais parfois ils ne sont pas suffisants. Parfois ils requièrent un accompagnement particulier, tout particulièrement lorsque l'innovation exige de s'aventurer vers des terrains totalement vierges qui comportent autant de risques que de promesses. Et c'est pourquoi le président de la République a souhaité la création d'un fonds de 10 milliards d'euros dédié à l'innovation de rupture. Ce fonds porte fondamentalement 2 ambitions. Soutenir la dynamique entrepreneuriale qui s'est emparée de notre pays en finançant à tous les stades de leur développement les startups à haute intensité technologique, les deep tech, afin que cette fièvre nourrisse une croissance durable et riche en emplois. Et puis, lancer des grands défis, à la fois sociétaux et technologiques, qui ouvriront aux entreprises de nouveaux marchés et permettront à notre pays d'imprimer sa marque sur le monde à venir. Parmi eux, celui de l'intelligence artificielle, celui du stockage de l'énergie vous concerne de très près, car ils sont au cœur des transformations que vous vivez aujourd'hui. Alors les lignes ont commencé à bouger, le paysage de l'innovation à se redessiner, et si c'est le cas, c'est aussi parce que l'État n'est pas seul à la manœuvre et que le secteur privé prend sa part de risques et d'audace. Dans le spatial, on voit ainsi fleurir des initiatives qui balaient tous les clivages et les clichés entre public et privé, entre recherche et entreprise, entre grands groupes PME et start-up. Cette partition qui figeait chacun dans son silo n'est plus adaptée au train de l'innovation. Cette partition, c'est celle de l'ancien monde. Dans celui que nous sommes en train de bâtir ensemble, un établissement public peut lancer un fonds d'investissement pour soutenir de jeunes entreprises innovantes. Et c'est ce qu'a fait le CNES avec Cosmic Capital. Des entreprises peuvent décider de mettre en commun leur savoir-faire pour partir à la conquête du marché de l'Internet haut débit. Et c'est ce qu'ont fait Eutelsat, Orange et Thales avec le programme Connect que j'évoquais tout à l'heure. Une entreprise européenne peut concevoir une usine futuriste pour produire en série des satellites, comme Airbus l'a fait pour la constellation OneWeb.
Un acteur public et un acteur privé peuvent monter ensemble une équipe de choc et lui confier le soin d'inventer le lanceur du futur en pariant sur la liberté de création et d'expérimentation. Et c'est ce qu'Ariane Group et le CNES ont fait avec ArianeWorks. Toutes ces initiatives sont traversées par une même conviction, c'est que l'union fait la force. Et s'il est une maxime qui doit nous guider dans les années à venir, c'est assurément celle-là. Ainsi, le destin de notre filière aéronautique et spatiale sera européen avant d'être français. Son histoire nous l'enseigne déjà. Qu'est-ce qui nous a permis de rivaliser avec le géant Boeing, Airbus? Qu'est-ce qui nous a permis de surpasser le GPS américain, Galileo? Qu'est-ce qui suscite la convoitise des GAFA, Copernicus? Au-delà d'être de belles et franches réussites, le point commun de ces trois objets, c'est d'être européen. En matière d'innovation aussi, notre puissance de feu viendra de l'Europe, et notamment du Conseil européen de l'innovation, qui jouera sur le continent le rôle que tient en France le Fonds pour l'innovation de rupture, en soutenant des projets à haut risque et des entreprises pionnières. Il n'en demeure pas moins que l'Europe tire aussi sa force de ce que chacun de ses membres entreprend sur son sol et à son échelle. Et la France est bien décidée à aller encore plus loin dans les mois à venir pour faire de l'Europe un Eldorado aux yeux des innovateurs du monde entier. Et pour cela, elle entend d'abord leur offrir le terreau le plus fertile qui soit, celui de la science. Comme vous le savez, la France a engagé la mise en œuvre de 2 importantes lois de programmation. Une loi de programmation militaire votée l'an dernier et une loi de programmation pluriannuelle pour la recherche en cours d'élaboration. Alors une loi de programmation, ce n'est pas juste un bel objet pour juristes chevronnés. Une loi de programmation, c'est un vrai choix de société, car c'est l'engagement de moyens financiers conséquents sur le long terme. Et mobiliser un arsenal aussi puissant sur 2 sujets aussi éloignés en apparence que la recherche et la défense traduit en réalité une seule et même priorité, préserver notre souveraineté. Car la recherche et la défense sont toutes les 2 les garantes de notre autonomie et de notre liberté. Comment s'assurer que la société numérique qui est en train de se construire reflètera notre conception de l'humain si nous ne devenons pas les champions de l'intelligence artificielle? Comment préserver l'indépendance de notre accès au ciel et à l'espace si nos industriels ne peuvent pas puiser dans la recherche les idées qui garantiront que nos avions et nos lanceurs restent les plus compétitifs? En se dotant d'une loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, en investissant massivement dans le savoir, la France est en train de s'armer scientifiquement pour relever selon ses valeurs les grands défis contemporains de la transition écologique, de la transition numérique et pour aider ces entreprises à s'emparer de nouveaux marchés. Car sans elles, sans vous, ce nouveau monde plus simple, plus respectueux de l'environnement, plus mobile, plus connecté n'a aucune chance de voir le jour. Quelle que soit la force des idéaux qui l'inspireront, il sera fait de ce qui sortira de vos usines et de vos bureaux d'études. Cette loi, c'est donc aussi pour vous que nous la construisons, pour que vous puissiez trouver, dans une recherche puissante, féconde, ouverte sur le monde, des solutions pour lever les barrières technologiques auxquelles vous vous heurtez, des moyens de produire autrement, des idées pour améliorer vos produits et vos services, ou pour en inventer de radicalement nouveaux. Bref, de la matière première pour croître au bénéfice de la prospérité de notre pays, au bénéfice de l'emploi, au bénéfice de nos concitoyens. Cette loi est l'un des piliers de la reconquête industrielle que le gouvernement entend mener avec le pacte productif. Dans le ciel ou dans l'espace, qu'il s'agisse de transport, de communication, de climat, de défense, jamais les défis n'ont été aussi grands. Mais jamais ma confiance dans notre capacité à réussir n'a été aussi forte qu'en cet instant, car vous vous tenez là devant moi, et pour en revenir à Jules Verne, avec vous, j'en suis sûre, tout est possible. Merci.